Et pour moi, une des leçons, si vous voulez, ça a été que le problème migratoire, ce n'est pas seulement un problème économique ou un problème culturel ou un problème de religion, c'est tout simplement une question de nombre. Imaginez que des Belges comme moi débarquent un jour massivement par dizaines de milliers dans le nord de la France, eh bien, même en parlant la même langue et en étant du même bagage civilisationnel, ça poserait le même genre de problème. Il y aurait des bandes violentes, les services publics seraient débordés et ça ne plairait pas aux Français. Bonjour Alain Destex. Bonjour Gabriel. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. Alors je précise que vous êtes belge, sénateur honoraire, médecin. Alors j'ai vu que vous étiez chirurgien et accoucheur. J'étais très impressionnée. C'est le diplôme, oui. Ancien secrétaire général de Médecins sans frontières et puis essayiste, puisque vous venez de publier aux éditions Texki Mayotte, comment l'immigration détruit une société, donc d'Alain Destex. Alors on voit dans le sous-titre que le sujet va plus loin que le périmètre de Mayotte. Alors c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement impressionnant, que je recommande à tous nos lecteurs pour comprendre Mayotte. C'est un témoignage en réalité, puisque vous avez été immergé à Mayotte. C'est vraiment un livre très simple, j'allais dire efficace et factuel, mais le constat est absolument dramatique. Je n'avais rien lu de tel sur le sujet. Donc c'est un sujet d'actualité parce que le Parlement a adopté définitivement jeudi la loi d'urgence sur la reconstruction de l'archipel. Mais est-ce que reconstruire Mayotte, ça ne dépasse pas largement le cadre conjoncturel du cyclone Chido? Vous connaissez Mayotte, dans quel état est Mayotte? Mayotte est dans un état catastrophique, mais était déjà dans un état catastrophique avant le cyclone. Donc moi, j'ai travaillé à Mayotte jusqu'à quelques semaines avant le cyclone. Et en fait, c'est une situation où, comme mon titre l'indique, l'immigration a totalement détruit la société. L'immigration est devenue tellement importante, avec à peu près 50% de la population qui est en situation illégale, que ça a transformé en profondeur la société mahoraise, à la fois dans le niveau de violence et d'insécurité qu'il y a à Mayotte, mais aussi dans la détérioration des services publics qui sont tous complètement débordés. Et pourquoi êtes-vous venu à Mayotte? Vous êtes dit, tiens, je vais aller exercer à Mayotte. Bon, en fait, moi j'ai toujours exercé, j'ai souvent exercé à l'étranger avec Médecins sans frontières quand j'étais plus jeune, même si aujourd'hui je ne suis plus d'accord du tout avec les orientations de cette organisation. Mais voilà, il y a eu un appel pour des médecins à Mayotte. Il faut savoir qu'à Mayotte, la grande majorité, voire la quasi-totalité des médecins qui exercent à Mayotte ne sont pas des Mahorais, des natifs de l'île, mais sont des métropolitains qui viennent de France ou parfois de plus loin comme moi de Belgique pour exercer à Mayotte parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde pour enseigner et faire fonctionner les soins de santé. Alors vous décrivez quelque chose de très impressionnant qui est une course à la nationalité française, vraiment le Graal à atteindre. Il faut le déclencher de toutes les façons, même les moins recommandables. L'administration a l'air complètement dépassée, est-ce que c'est encore récupérable? Alors, je ne crois pas que ce soit récupérable parce que ça a été tellement loin, si vous voulez. Il faudrait avoir une politique ferme de remigration, de refoulement, en fait, des illégaux ou des migrants. Mais on n'en voit pas prendre la direction aujourd'hui. Et quand j'entends les débats à l'Assemblée nationale ou ailleurs, on met très fortement l'accent sur le droit du sol. Je pense qu'il faut effectivement le supprimer, y compris en métropole, mais ce n'est certainement pas une solution à court ou à moyen terme à Mayotte. Il faut faire beaucoup d'autres choses si on veut régler le problème migratoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples que votre métier de médecin vous a amené à rencontrer? Vous en parlez dans votre livre, de ces personnes qui cherchent à tout prix, par tout moyen, soit avoir un enfant avec un Français, soit accoucher à Mayotte. Est-ce que certains exemples vous ont spécialement impressionné?
Oui, donc il y en a beaucoup, mais commençons peut-être par celui-là. Donc quand des illégaux se font arrêter par la gendarmerie, donc premièrement, la gendarmerie n'a pas le droit, puisque le séjour illégal n'est plus un délit en France, elle n'a pas le droit d'aller chercher les illégaux où ils habitent, ce qui est déjà une absurdité. Donc, dans les bangas, là. Dans les bangas, qui sont en fait des bidonvilles. C'est des tôles, c'est ce qui a volé pendant Voilà, c'est des tôles, des bouts de bois et des tapis par terre. Hein. Il n'y a pas de sol, c'est de la terre, et puis il y a des tapis dessus, donc quand il pleut, ça ruisselle et tout, ce sont des conditions de vie absolument catastrophiques, il faut le dire. Mais donc la gendarmerie ou les forces de police n'ont pas le droit de pénétrer dans ces bangas pour refouler les migrants. Donc ils dépendent de barrages routiers, et en général les gens savent où les barrages routiers sont mis, donc il faut avoir un peu de chance, si vous voulez, pour pouvoir arrêter un illégal et le renvoyer. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Comme il faut absolument que les enfants deviennent français, les parents ne déclarent pas qu'ils ont des enfants et abandonnent leurs enfants à Mayotte, et eux sont expulsés aux Comores. Alors, les plus petits de ces enfants sont pris en charge dans des familles. Mais à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à 25 ans, voire plus, ils sont livrés à eux-mêmes et ils vivent en bande organisée avec des chefs de bande, et ils vivent de rapines, de pillages et de vols. Et donc, j'essaie d'expliquer dans ce livre qu'il y a une perversion, si vous voulez, de la notion de droit, de la notion d'état de droit. Très souvent, un droit se transforme en non-droit pour un autre. Et dans ce cas, la protection de l'enfance, les droits de l'enfant, deviennent le droit à l'insécurité pour les Mahorais, parce que ce sont ces bandes urbaines, enfin urbaines ou pas, ces bandes de jeunes qui sont responsables de la plupart des situations de délinquance et de violence à Mayotte. Et ils portent un nom, du reste, vous appelez les ça Dakou, les Dakou, voilà, on les appelle comme ça en Mahorais, et on les voit hein, la journée, on les croise au bord des routes. Certains ont vraiment l'air d'être de gamins, mais la première chose que les Mahorais vous disent, c'est surtout ne vous arrêtez pas, ne parlez pas avec eux, et si vous voyez un enfant au milieu de la route, couché sur la route, surtout ne croyez pas jouer au bon samaritain en vous arrêtant, c'est un piège pour que vous vous arrêtiez et ensuite pour vous faire piller ou tabasser. D'autres exemples, si vous voulez, quand les migrants arrivent des Comores, en fait, ils ne sont pas refoulés immédiatement, ils sont amenés à terre et puis ils sont triés. Alors il y en a à peu près 40 à 50%. Mais parce qu'on n'a pas le droit de les refouler, en Exactement, on n'a pas le droit de les refouler. Sur les Kwassa, là. Voilà, sur les Kwassa, ce qui est en fait une aberration également. Mais du coup, donc, une fois qu'ils arrivent, ils sont triés par la gendarmerie, au mieux par un infirmier. Donc les mineurs ont le droit de rester. Donc c'est aussi une stratégie des parents d'envoyer des mineurs pour ne pas qu'ils soient, pour qu'ils puissent accéder à Mayotte. Et puis d'autres arrivent avec des faux plâtres, des fausses sondes urinaires et restent également. Et dans le doute, finalement, il y a 40% ou 50% de ceux qui arrivent quand même à Mayotte. Et pendant que la gendarmerie trie ces personnes, d'autres Kwassa attendent à la limite des eaux territoriales, et quand ils voient que les forces de police sont occupées, ils foncent sur Mayotte et ils n'en sont jamais interceptés. C'est un trafic quotidien ? C'est absolument quotidien. Oui, tous les jours, vous avez au moins une dizaine de Kwassa avec 30 à 40 personnes au moins qui arrivent chaque jour à Mayotte. On ne sait pas exactement le nombre, mais voilà, c'est dans cet ordre d'idées. Et l'aide sociale à l'enfance ne s'occupe pas des enfants là dont vous parlez, dont vous venez de nous parler à l'instant? Alors, ces mineurs qui bloquent les routes, qui... Non, pas vraiment, parce que d'abord, tous les services de l'État sont complètement débordés à Mayotte. Donc, et l'État part au plus pressé. Et le plus pressé, c'est quoi? C'est quand même avoir des gendarmes pour essayer de diminuer la violence, c'est faire fonctionner les hôpitaux et les centres de santé, et c'est scolariser la majorité des enfants. Et puis, à part ça, si vous voulez, l'État n'a tout simplement pas la possibilité de s'occuper du reste, d'autant plus que la plupart de ces services publics, comme je l'ai dit pour la médecine, mais c'est valable pour l'éducation, fonctionnent avec des métropolitains détachés à Mayotte. Et alors, ce que vous expliquez et qui est très frappant, c'est qu'on parle toujours des Comores, mais c'est devenu une route de migration ordinaire, Mayotte, ou peut-être plus favorable, la meilleure route d'immigration pour la France, en provenance aussi d'Afrique.
subsaharienne ou vous disiez que vous aviez rencontré, vous qui êtes belge, des Congolais. Oui, des Congolais de la République démocratique du Congo, voilà. de Kinshasa. Ouais. Donc effectivement, Mayotte est devenue une nouvelle route migratoire vers l'Europe, puisque Mayotte, c'est l'Union européenne, c'est un département français. La meilleure porte d'entrée, finalement. En tout cas, c'est une porte d'entrée plus facile que de traverser le désert libyen, l'Algérie, puis la Méditerranée. Il y a moins de risques d'aller directement à Mayotte. Et donc, j'ai rencontré effectivement des jeunes migrants, parce que ce ne sont évidemment pas des réfugiés politiques, qui venaient de Kinshasa, qui se trouve à 3500 km de Mayotte. J'en ai même rencontré qui, alors très peu certes, mais qui venaient de Guinée-Conakry et du Cameroun. Donc là, on est carrément plus près de l'Europe que de Mayotte. On est à 6500 km de Mayotte. Donc il suffit d'avoir de l'argent. Vous prenez un avion pour la Tanzanie, ensuite vous prenez un bateau de commerce de marchandises, donc sans risque pour les Comores, et puis il vous reste le dernier tronçon entre les Comores et Mayotte à faire. Et si on ne met pas un terme évidemment à cette route, elle ne va faire que s'amplifier au fur et à mesure. L'année dernière, le ministre Darmanin on a rapatrié un certain nombre dans un château en banlieue parisienne. C'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire parce que ça crée un appel d'air et ça donne un signal. Pied, là, qui est mis, exactement, ouais. Exactement. Alors, vous parlez du désastre sanitaire, vous qui êtes médecin. Alors, vous parlez des maternités, vous dites qu'elles sont toujours comment dire, mieux que celles qu'on peut trouver dans les Comores, mais que néanmoins, pour un département français, c'est absolument désastreux. En fait, alors désastreux, je ne dirais pas, mais en tout cas, les infrastructures sont toujours de qualité. L'hôpital, les centres de santé, le matériel, les médecins, les infirmiers, tout ça est de qualité, souvent comparable à celle de la métropole. Mais en réalité, une fois de plus, tout ça est complètement débordé par le nombre. Donc, dans le centre de santé où je travaillais, plus de la moitié des consultations nécessitaient un interprète. Donc, à partir du moment où il faut un interprète, on est à peu près sûr que ce n'est pas un Français mahorais. Plus de la moitié. À la maternité principale donc de Mamoudzou, le chef-lieu, il y a environ 11 000 accouchements par an, 12 000 au total pour l'ensemble de l'île, et 75% des mères sont de nationalité étrangère. Donc, autrement dit, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, les accouchements, par exemple, c'est beaucoup mieux qu'aux Comores ou qu'à Madagascar, mais les femmes françaises mahoraises n'ont pas du tout droit au même niveau de qualité de soins que les Françaises de métropole. Et par exemple, avoir une chambre particulière, même si vous avez la meilleure mutuelle du monde, vous oubliez. Donc, les femmes, les quelques-unes qui en ont les moyens, essayent d'aller accoucher à La Réunion. Oui, c'est quand même pas une situation normale. Et ce qu'on explique, c'est pas un mythe, ce qu'on entend dire de ces femmes qui viennent vraiment, qui accouchent pour ainsi dire sur la plage et qui arrivent enceintes pour accoucher. C'est pas du tout un mythe. Donc il y a beaucoup de femmes qui essaient d'arriver avant l'accouchement à Mayotte, mais le trajet en Kwassa en bateau déclenche souvent le travail et elles accouchent pratiquement dès leur arrivée. Parfois elles n'ont même pas le temps d'aller à l'hôpital. Mais pour un certain nombre de femmes, se faire un enfant par un Mahorais, c'est aussi une stratégie d'immigration. Parce que si vous êtes comorienne ou malgache, le meilleur plan, entre guillemets, pour pouvoir rester à Mayotte, c'est de se faire un enfant par un Mahorais. Il faut trouver un Mahorais. Oui, mais c'est assez facile. À la fois parce que la polygamie, bien qu'interdite par la loi, est largement tolérée. Je vous dis, les autorités sont débordées. Donc, elles n'arrivent pas à lutter contre ce phénomène. Donc, vous avez énormément d'hommes mahorais qui sont, au mépris de la loi, polygames. D'autre part, il y a tout un trafic de papiers. Oui, mais ils ne peuvent pas être légalement mariés. C'est des mères célibataires, de ce fait, comme on peut... Non, pas vraiment, parce qu'en fait, elles sont mariées devant un cadi musulman. Donc là aussi, je trouve que l'État devrait, s'il en avait les moyens... Mais c'est pas officiel, ça, si c'est-à-dire que c'est pas officiel. Mais si donc ensuite le Mahorais, même s'il est polygame, il va à la mairie et il dit « je reconnais cet enfant ». L'enfant, quel que soit le statut marital de l'homme, même polygame, l'enfant est français. Donc, la mère de l'enfant obtient automatiquement un titre de séjour. Et donc, c'est une véritable stratégie d'immigration et d'acquisition de la nationalité contre laquelle l'État ne lutte absolument pas. Mais ça va plus loin. Ça peut même se monnayer, si vous voulez. Donc, j'ai eu au moins 2 témoignages personnels de pères biologiques de l'enfant qui m'ont raconté qu'ils avaient payé 300 € un Mahorais
pour faire reconnaître effectivement les enfants. Donc, ce sont des bébés de papier, quoi. Donc, le père mahorais, c'est faux, c'est juste un père légal, mais là aussi, il n'y a pas de test génétique, il n'y a aucun contrôle. Donc, ma conclusion personnelle, c'est qu'il faudrait ne pas voir le problème de Mayotte uniquement sous l'angle du droit du sol. Pour régler la situation migratoire, il y a beaucoup d'autres possibilités d'agir. Alors, vous montrez aussi, et ça fait partie des arguments prouvant que l'immigration nuit aux autochtones, si j'ose dire, c'est que l'éducation aussi, l'éducation nationale est dans un état déplorable. Vous dites même que les meilleurs élèves de Mayotte, de ce fait, quand ils arrivent sur l'Hexagone, ils peinent à suivre un niveau correct. Oui, et ça aussi, j'en ai eu. Donc, le livre est quand même basé quasi exclusivement sur des entretiens et des conversations avec des Mahorais. Hein. C'est pas un livre académique. C'est pas du jus de cerveau, c'est très concret. Oui, c'est pas. J'aime bien cette expression. C'est pas du jus de cerveau. Donc, c'est des choses que j'ai vécues, qu'on m'a racontées. Donc, effectivement, des jeunes femmes qui m'ont dit, mais on a vraiment raté notre première année en France. On ne s'attendait pas du tout à cela en arrivant. Qu'est-ce qui se passe une fois de plus? C'est cette notion de débordement. Les écoles sont magnifiques, sauf qu'elles accueillent toutes au moins le double du nombre d'élèves pour lesquels elles ont été conçues. Et quand un migrant arrive à Mayotte, il est mis dans la classe de son âge, même s'il ne parle pas un mot de français. Donc, autrement dit, d'abord, c'est très compliqué pour lui, mais surtout, il abaisse le niveau. Il retarde tout le monde. Et les professeurs, évidemment, ont une tendance naturelle et compréhensible à essayer de s'occuper de façon privilégiée des plus défavorisés, si je puis dire. Donc, autrement dit, les Mahorais sont directement victimes au niveau scolaire de cette immigration. Et c'est pour ça que les résultats du bac sont absolument catastrophiques et ils sont, je l'explique dans le livre, ils sont en plus faussés. Oui, par le contrôle continu qui est aussi... Par le contrôle continu, mais aussi par la volonté du rectorat d'essayer toujours de tirer les résultats vers le haut pour ne pas montrer le décalage réel. Donc, enfin, je raconte des témoignages dans le livre d'étudiantes en philosophie qui n'avaient jamais lu un livre, et qui a quand même eu 12 ou 13 ou 14, je me souviens plus, au bac. Donc, le bac, à mon avis, est vraiment dévalorisé à Mayotte. Vous dites aussi qu'il y a des cours quelquefois un jour sur deux, ou que le matin, il faut dédoubler. Oui, donc il y a des dédoublements, il y a aussi des classes dans certaines écoles, pas partout, hein, je ne cherche pas non plus à généraliser, il y a des endroits où ça se passe bien, notamment en primaire, en primaire ça peut encore bien se passer. Par contre, dès qu'on arrive au collège et au lycée, là, tout est absolument débordé, et donc il y a des classes qui sont séparées par un rideau, et on donne classe de chaque côté du rideau. Et vous avez un chapitre consacré à l'islam, hein, puisque Mayotte est majoritairement musulman. Oui. C'est un islam traditionnel ou qui est travaillé par le salafisme, comme beaucoup de variétés d'islam dans le monde? Alors, pour moi, ça c'est un grand point d'interrogation. Ouais. Je suis prudent dans la rédaction dans le livre. Donc, en fait, c'est... Presque toute la population est musulmane, elle est noire et musulmane. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important en termes d'immigration. Donc pour le moment, c'est un islam paisible et calme, mais on commence à voir apparaître ce qui, paraît-il, n'existait pas il y a encore quelques années, des femmes en burqa complètement voilées. C'est très, très, très minoritaire, mais ça existe. Et en plus, tous les enfants mahorais vont à l'école coranique 2 heures par jour. Ça aussi, c'était une découverte. Et de plus en plus, cet enseignement est fait par des madrasas, comme ailleurs dans le monde musulman, avec des professeurs qui viennent souvent des pays du Golfe. Et donc, pour moi, évidemment, ça pose un énorme point d'interrogation, voire une menace concrète pour l'avenir. Comment va évoluer l'islam mahorais? Alors, ce qui est étonnant, cependant, c'est que vous le dites, ils sont noirs et musulmans, et cependant, ils votent majoritairement Le Pen. C'est pas l'idée qu'on s'en fait. Voilà. Alors là, ça a quand même été une grande surprise pour moi. Donc, ces populations noires et musulmanes votent à 52% pour le Rassemblement national aux élections européennes. Une députée sur 2, mais la deuxième, Estelle Youssoufa, tient à peu près le même discours, sauf comme elle n'est pas au Rassemblement national, elle a plus d'accès aux médias que sa collègue du Rassemblement national. Donc, ils votent très à droite.
Pour l'immigration. Et à cause uniquement de l'immigration. Et par exemple, quelque chose qui m'a surpris, c'est que les affiches de la candidate locale et de Marine Le Pen ou celle de Jordan Bardella, pendant tout mon séjour, sont restées collées aux panneaux électoraux. Personne ne les a arrachées. Imaginez la même situation en France. Ouais. Or, on part d'une population noire et musulmane. Voilà. Paradoxe. Alors, vous dites aussi qu'ils détestent être confondus avec les Comoriens, et que c'est vrai qu'on entend ce discours chez LFI qui dit que les Mahorais sont des Comoriens comme les autres, finalement. Que tout ça est une histoire de papier, et ils n'aiment pas du tout cela. Non, alors effectivement, donc ces sociétés ont divergé depuis les années 70, lorsque Mayotte a fait le choix de devenir rester française. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un écart culturel très important, même si ils ont la même religion et la même langue. Et les Mahorais se sentent français et pas du tout comoriens. Et pour moi, une des leçons, si vous voulez, ça a été que le problème migratoire, ce n'est pas seulement un problème économique ou un problème culturel ou un problème de religion, c'est tout simplement une question de nombre. Imaginez que des Belges comme moi débarquent un jour massivement par dizaines de milliers dans le nord de la France. Eh bien, même en parlant la même langue et en étant du même bagage civilisationnel, ça poserait le même genre de problème. Il y aurait des bandes violentes, les services publics seraient débordés et ça ne plairait pas aux Français. Donc l'immigration, les problèmes de l'immigration, avant d'être... Et ce sont évidemment aussi des problèmes économiques et culturels. C'est d'abord tout simplement une question de nombre. Et c'est ce qui se passe à Mayotte. Ils sont débordés. C'est ce qu'a réfuté Yael Braun-Pivet récemment. Elle a dit que l'intégration n'était pas liée au nombre. Mais c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'elle a réfuté? Parce que bon, l'intégration n'était pas un problème de nombre. L'intégration de l'immigration. C'est évidemment un problème de nombre. Vous parliez d'Estelle Youssoufa justement il y a quelques instants. Et ce qui me frappe chez elle, même si c'est une femme extrêmement courageuse, c'est qu'elle ne veut pas laisser dire que les situations dans l'Hexagone et à Mayotte sont comparables. Est-ce que c'est pas quand même simplement une différence de degré, mais pas de nature? Nous aussi, nous avons le même genre de problème d'immigration en France. Je pense effectivement que ce qui se passe en France, en métropole, c'est-à-dire la violence dans certains quartiers, les territoires perdus de la République, les services publics débordés dans certains endroits, ça se passe à Mayotte de la même façon, mais à la puissance 10. Et un sujet dont on parle peu, c'est l'accès à la santé, par exemple. Mais déjà, dans certaines régions de métropole, finalement, les Français ont un moins bon accès aux soins parce que ils ne sont pas prioritaires par rapport à des illégaux. Donc, à Mayotte, c'est la même chose. Il y a une pénurie de spécialistes. S'il y a un spécialiste, un ophtalmo ou un dermato dans l'île, les Mahorais ne sont pas prioritaires pour avoir accès à ce spécialiste. Et comme l'État est débordé, du coup, ils ont moins d'accès. Donc, je pense qu'effectivement, les situations sont comparables, mais pas du tout de la même ampleur. De la même ampleur, mais on peut imaginer que ça préfigure, peut-être. Oui, et en fait, Mayotte est un avertissement pour la France et pour la métropole. Alors, certains reprochent à Nicolas Sarkozy d'en avoir fait un peu vite un département français. Est-ce que vous partagez cet avis ? Mais écoutez, j'essaye de n'éluder aucune question. Ouais. Je n'ai pas d'intérêt dans l'histoire. Mais effectivement, je pense que comme souvent dans son caractère, Nicolas Sarkozy a pris un peu cette décision à l'emporte-pièce. Alors il est certain que les Mahorais le voulaient, mais est-ce que les Français de métropole le voulaient également? Et je trouve qu'on aurait pu leur demander leur avis. Mais cette question aujourd'hui, elle est purement rhétorique, si vous voulez. Alors, ça date de 2011. Il fallait se poser la bonne question en 2011. Aujourd'hui, les Mahorais, Mayotte est un département français, les Mahorais sont complètement français, et donc aujourd'hui cette question ne se pose pas, et les Mahorais doivent être traités comme des Français, comme les autres. Et il n'y a pas de sentiment anti-français? Absolument pas. Alors après Mayotte, j'ai été en Nouvelle-Calédonie, et là il y a vraiment chez les Kanaks un sentiment anti-français, mais je n'ai senti aucun sentiment anti-français, anti-étranger, anti-blanc à Mayotte. Or, Mayotte est à 95% noire et musulmane, comme je l'ai dit. Donc voilà, ce sentiment n'existe pas. Les Mahorais se sentent français, sont fiers d'être français et doivent être considérés comme des Français comme les autres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors, pour dépasser le cadre de Mayotte, mais pour parler toujours de ce qui nous attend, vous savez, nous autres Français, c'est un peu la phrase de Talleyrand, je crois, pour nous consoler, nous nous comparons avec les Belges. Ah oui, si ça peut vous consoler. Voilà. Alors, il nous semble, mais vous allez me dire si nous avons raison, qu'avec l'Angleterre, la Belgique est le pays occidental le plus mal en point sur le plan de l'immigration, de l'identité. C'est quelque chose que vous confirmez, vous le sentez? Oui, absolument. Chaque fois que j'entends dire sur une chaîne de télévision que la France est la pire d'Europe, je me dis non, mais pas les pires, c'est nous. Et l'Angleterre aussi, non? Oui, l'Angleterre aussi, oui, probablement, mais ça se traduit en fait différemment, je pense. Et comment expliquez-vous que la Belgique résiste si peu à ce changement culturel, on va dire? Alors, en fait, c'est difficile à expliquer brièvement, mais dans les années 2000, on a fait 2 ou 3 erreurs manifestes. Premièrement, on a légalisé tous les illégaux. Deuxièmement, on a facilité grandement le regroupement familial, qui est devenu pratiquement sans condition. Et troisièmement, on a donné la possibilité de devenir belge quasiment sans condition d'intégration après 3 ans de résidence. Et si vous voulez, dans les années 2000, on a ouvert les portes de l'immigration, et ce qui fait que la Belgique est devenue le pays où le taux net d'immigration était le plus important du monde, plus important que des pays d'immigration comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis. Personne n'a jamais dit ça parce que la presse belge est politiquement correcte. Donc, il faut creuser un peu, si vous voulez, pour trouver ce genre de chiffres. Et puis, parallèlement à ça, il y a eu le mythe d'une société multiculturelle où l'islam allait s'intégrer facilement, plus un système électoral qui a permis aux nouveaux arrivants de voter non plus en fonction de leurs opinions politiques, gauche, droite ou autres, mais en fonction de leur communauté d'origine. Donc les Turcs votent pour les Turcs, les Marocains pour les Marocains, les Pakistanais pour les Pakistanais. Et donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, on est dans un système affolant de communautarisme. On peut même se demander si on est encore dans une démocratie traditionnelle, puisque les gens votent en fonction de leur religion et de leur identité nationale, et plus en fonction de leurs convictions politiques. Et il y a les mêmes débats autour du voile islamique ou on a déjà passé ce cap-là? Non, là, il y a quand même encore une partie de la société qui résiste encore, mais de moins en moins. Donc, par exemple, les employés de l'équivalent de la RATP qui ne sont pas en contact direct avec le public ont maintenant obtenu le droit de porter le voile. De même pour l'agence pour l'emploi, je ne sais plus comment elle s'appelle en France, j'ai oublié le nom là, France Emploi, je crois, un truc de ça. Et donc la société résiste, France Travail, pardon, oui. Donc la société résiste de moins en moins. Récemment, il y a eu des élections dans une commune de Bruxelles, vraiment à 500 mètres du Parlement fédéral belge. Il y a eu des élections et c'est donc un maire turc qui a obtenu une majorité absolue et la gauche a obtenu 90% des voix dans cette commune. Or, il y a à peine 20 ans, la droite ou le centre recueillait encore 30% des électeurs. Aujourd'hui, ils sont à 4 ou 5%. Donc, en une génération, on a eu une transformation radicale. Maintenant, depuis que Mélenchon et Cohn-Bendit ont employé le terme grand remplacement, on peut désormais l'utiliser, ce qui était interdit. C'est quand même intéressant de voir comme la gauche arrive à nous imposer ces codes et ces normes. Mais donc, il y a une transformation et aujourd'hui, il n'y a plus que 22% environ de la population de Bruxelles qui est d'origine belge. Ah oui. 22, oui. Il y a quand même... Oui, ça fait pas beaucoup. Il y a une vague de populisme qui traverse l'Europe, comme on dit, entre guillemets, populisme. Elle traverse pas la Belgique? Elle traverse la Belgique néerlandophone, mais pas la Belgique francophone, parce que la Belgique francophone est soumise à un cordon sanitaire strict, et les partis dits, entre guillemets, d'extrême droite, n'ont aucun accès aux médias. C'est-à-dire qu'une Marine Le Pen ou un Jordan Bardella n'auraient aucun accès dans les médias belges et ne sont d'ailleurs jamais repris dans les médias belges. Il n'y a pas de médias de droite en Belgique? Non, il n'y a pas de médias ni de droite ni du centre. Le média ouvert à la pluralité. Donc, il n'y a pas l'équivalent de Boulevard Voltaire, il n'y a pas l'équivalent du Figaro, de Valeurs Actuelles, de CNews ou du Journal du Dimanche. Donc, c'est comme si tout ce spectre
médiatico-politique n'existait pas. Et donc, je dirais que le journal le plus à droite en Belgique, c'est l'équivalent du Monde en France. Ah oui. Ça vous donne une idée. Et le roi des Belges, il se situe où là-dedans? Ah, il ne se situe nulle part. Il est soumis à une obligation de réserve totale. Très bien. Alors, je vais peut-être terminer par une question que j'ai l'habitude de poser à mes invités, s'agissant de nos pays respectifs, voilà, de l'Europe, on va dire, de l'Occident peut-être. Vous pensez qu'il est minuit moins le quart ou minuit et quart? On peut encore faire quelque chose? Non, je pense qu'on peut encore faire quelque chose. Moi, ça ne me dérange pas de parler d'Europe civilisationnelle et d'Occident. Et personnellement, je trouve que la victoire de Donald Trump peut avoir une influence mondiale. On voit, je pense que d'une certaine façon, Elon Musk et Trump sont en train de sauver la liberté d'expression en Europe. Je ne sais pas ce qui serait passé si Musk n'avait pas racheté Twitter à son époque. Donc voilà, je pense qu'il est minuit moins une. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, oui. Merci beaucoup Alain Destex. Je rappelle le titre de votre livre, Mayotte, comment l'immigration détruit une société, aux éditions Texki. Merci chers lecteurs de Boulevard Voltaire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Merci. Merci beaucoup.